Pour l'heure, on va partir aux États-Unis pour notre page spéciale US, J-1 avant le scrutin le plus imprévisible de l'histoire. Maxime Switek, on vous retrouve en direct de New York, où vous allez nous faire vivre cette ultime soirée de campagne. Il y a péril entre les deux candidats, l'épaisseur d'une lame de rasoir. Voilà comment les médias américains présentent ce qui se passe ce soir, ce qui est en train de se passer ce soir, à quelques heures effectivement du vote. Et donc on va suivre ensemble ici depuis New York et notamment du côté de la Pennsylvanie les tout derniers meetings. On aura Donald Trump en direct tout à l'heure pour un meeting à Pittsburgh. On entendra aussi évidemment Kamala Harris. On sera avec nos reporters en plateau ici et je les salue avec Apolline de Malherbe et Thierry Arnaud de BFM TV, avec Alexandre Mandel. Bonjour Alexandre, journaliste au JDD et auteur de Chez Trump, 245 jours et 28 000 miles dans cette Amérique que les médias ignorent. Je vous demanderai dans un instant si Trump et les siens y croient encore ce soir. On est avec Tristan Cabello, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, historien et politologue spécialiste des États-Unis, professeur à l'université Johns Hopkins, à quelques centaines de kilomètres au sud d'ici, on est d'accord? Tout à fait, à Baltimore, dans le Maryland. Et ben voilà, dans le Maryland. On va tout de suite retrouver nos envoyés spéciaux, notamment Igor Saïri. Igor Saïri, parce que vous venez de suivre l'un des meetings de Donald Trump. Igor, les voilà, nos envoyés spéciaux, vous les voyez, on va les retrouver les uns après les autres tout au long de cette soirée que l'on va passer, cette fin de soirée que l'on va passer ensemble. D'abord, à vous l'honneur, Igor, vous venez d'écouter Donald Trump, donc face à ses troupes pour l'un de ses ultimes messages envoyés aux siens. Oui, je vais vous raconter une anecdote, Maxime. Enfin, c'est plus qu'une anecdote en réalité. Quand nous attendions notre tour avec Hortense Gérard dans la file d'attente, avant de rentrer dans la salle qui se trouve juste derrière moi pour suivre le meeting de Donald Trump, nous avons discuté avec l'un de ses sympathisants. Et je lui ai demandé pourquoi il aimait tant Trump et pourquoi il allait voter pour lui. Il m'a répondu, he gets us. Il a compris ce qu'on souhaitait. Il est réellement proche du peuple. À l'inverse de Kamala Harris, qui représenterait quelque part l'establishment, tout ce que les Américains de Trump déteste. Et Donald Trump, il a beau être millionnaire, m'a dit ce jeune homme, eh bien, il comprend réellement les problèmes du quotidien des Américains. Donc, au moment de commencer son meeting, tout à l'heure, ce qui a ressemblé à tous les autres, finalement, il a déroulé son programme qui est basé, en gros, sur 3 points. Le premier, c'est l'économie. C'est là-dessus qu'il appuie, qu'il martèle son programme. Et son programme, il est simple, c'est qu'il va faire des Américains, eh bien, un retour à la belle vie, sans taxes, notamment sans taxe sur les types, sur les pourboires, sans taxe sur les salaires. Il va faire en sorte que l'Amérique redevienne grande et que les gens puissent avoir un salaire et une vie quotidienne plus forte. Il a pris l'exemple de la pomme. On ne sait pas si cette histoire est vraie, mais il nous a raconté l'histoire d'une femme qui, en faisant ses courses, est allée acheter des pommes et les a reposées parce qu'elles étaient trop chères. Eh bien, il a déclaré dans son meeting, que cette pomme, elle pourrait l'acheter si lui était élu. Il a également parlé aussi du gaz de schiste et du frac et du drill. C'est quelque chose qu'il répète régulièrement, et notamment en Pennsylvanie, parce que c'est un vrai sujet dans cet État clé. Eh bien, faisant référence notamment au changement d'opinion de Kamala Harris, qui était contre au moment de se présenter aux élections présidentielles de 2020 et qui finalement a pris le parti d'être pour au moment où elle était vice-présidente sous l'administration Biden. Et puis, il a fait venir sa famille sur scène, une partie de sa famille, ses 2 fils, Junior et Eric, l'épouse d'Eric qui s'appelle Lara et sa fille Tiffany. Eh bien, tous sur scène ont eu un mot pour appeler les électeurs de Donald Trump à aller voter. C'est assez simple à dire, mais finalement, on sent quand même quelque part que la mobilisation est peut-être pas suffisante pour Donald Trump. En tout cas, ce qu'il cherche, c'est d'aller chercher tout ce beau monde pour aller se rendre dans les urnes jusqu'à demain. Et puis, on terminera pour dire que finalement, Donald Trump a fait du Donald Trump en critiquant une nouvelle fois Kamala Harris, en disant qu'elle avait un QI très faible, qu'elle était mauvaise et que c'était le sauveur de l'Amérique, le seul possible pour que l'Amérique soit grande de nouveau. Igor Saïri avec Hortense Gérard. On va l'écouter. Donald Trump, c'était effectivement il y a quelques minutes lors de ce meeting en Pennsylvanie, et on reviendra sur l'importance de la Pennsylvanie. Écoutez-le avec cet appel, encore une fois, ultime appel, tout simplement à aller voter. Apparemment, ils ont une expression. Je déteste cette expression d'ailleurs, mais ils disent « la défaite dépend de vous ». Vous comprenez ce que ça veut dire? Si on perd, on pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes. Alors que si on mobilise tout le monde pour aller dehors et aller voter, ils ne pourront rien faire. Et si ça n'arrive pas, ils devront avoir chaque personne qui a déjà signé quoi que ce soit dans ce parti horriblement dangereux qui va détruire notre pays
et qui est déjà en train de le faire d'ailleurs, nous ne pouvons pas laisser ça arriver. Donc voilà ma seule raison d'être avec vous ici aujourd'hui. Sortez et allez voter. Alexandre Mandel, vous qui avez vu ces derniers jours des Trumpistes et même des responsables du parti républicain, est-ce qu'ils y croient encore du côté de chez Trump? Alors la base évidemment y croit parce que... Elle est là pour ça? Elle est là pour ça, mais vous savez, la base croit encore quand l'élection a été volée il y a 4 ans. Donc elle croit d'autant plus qu'il a ses chances que l'élection a été volée. Bon. Et quand la base vous dit si jamais on perd, c'est que cette élection a été volée. Alors, est-ce que les cadres y croient? C'est une autre question, parce que c'est très intéressant de discuter notamment avec ce qui correspondrait chez nous en France à des secrétaires généraux j'en sais rien, des DLR, etc. Si vous allez au Texas, ils sont beaucoup plus critiques sur l'attitude de Trump, qui n'a pas réussi, notamment après l'attentat de Butler en Pennsylvanie, le 13 juillet dernier, qui n'a pas réussi à adoucir son ton. Et il avait promis un petit peu de faire l'unité du pays. Autour de ses conseillers, il y a la co-directrice de campagne, c'est celle qu'on prend, je pense, la pauvre, j'espère qu'elle est en train de se venger en écrivant un livre derrière, parce que alors, non mais parce que elle fait en sorte, Suzy Wiles, vraiment d'adoucir, de lui parler de carte électorale, et lui il reprend Corey Lewandowski, le stratège d'il y a 8 ans, qui certes avait gagné, mais c'est plus le Trump, message beaucoup plus dur contre, avec un message contre les médias, et avec cette stratégie, vous avez vu, de ce que les Américains appellent le splash, c'est-à-dire on va faire maintenant des meetings dans les villes, qu'on est sûr dans des États où on est sûr qu'on gagnera pas. Donc s'il fait ça, c'est aussi pour montrer aux démocrates, regardez, je suis tellement sûr de gagner que je vais à New York, je vais en Californie. Ça m'a étonné d'ailleurs qu'il ne soit pas allé dans le Minnesota, parce que pendant un moment il était très obsédé par le Minnesota. Qui n'a pas voté pour un candidat républicain depuis 72? Donc vous voyez, donc oui, lui il y croit, sa base y croit. Les cadres, c'est un petit peu différent. Et puis, au Parti républicain, se prépare de toute façon qu'il gagne ou pas l'après Trump. Oui, bien sûr. Et vous avez les gens qui se disent au portillon, voilà, moi ça fait parce que s'il perd demain, ça fera, je crois, sur 20 ans de mandat, il y aura au total que 4 ans finalement de mandat républicain. Et ça, ce sera l'œuvre de Trump. Ça va être difficile à. D'où la pression sur Donald Trump. Tristan Cabello, j'insiste sur un point, il n'en fait qu'à sa tête. C'est ce qui revient là ces dernières heures notamment, c'est que ses conseillers n'ont plus pris sur lui d'une certaine manière. Il est reparti dans une rhétorique très très dure contre les médias, on le disait, contre les sondages qui sont truqués, contre Kamala Harris, etc. Il n'adoucit rien du tout dans son message. Oui, il fait du Donald Trump. Donald Trump, c'est un showman, et c'est comme ça qu'il a gagné en fait la présidentielle en 2016. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a fait de la télé-réalité pendant très longtemps. Il était dans le poste de télévision des Américains pendant des années, et c'est pour ça que les Américains vont le voir en fait en show, en concert, comme ils iraient voir un chanteur. Donald Trump, il fait le pari de la mobilisation. C'est-à-dire il essaye de mobiliser sa base. C'est comme ça qu'il a gagné en 2016. C'est comme ça qu'il a gagné dans ces 3 États qu'il faut qu'il gagne, et il essaye de refaire la même chose en ce moment. Moi, ce qui me choque vraiment avec la campagne de Donald Trump, c'est que sur le terrain, il n'y a pas grand monde. En fait, quand on regarde dans la liste des workshops pour entraîner les volontaires, quand on regarde sur le website de la campagne, il y a 3-4 workshops dans les grands États. En Pennsylvanie, il y en a 3. Dans le Michigan, il y en a 2. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens sur le terrain, et ça, c'est assez contraire à la campagne démocrate, qui est très mobilisée, qui fait du porte-à-porte, du micro-targeting, comme ils disent. Et donc là, voilà, il y a une petite tension là. Il y a une petite tension. On va revenir sur ce point-là. On va revenir aussi, je vais vous donner dans un instant le tout dernier sondage publié par les télé et public ici, télé et radio public ici. On va retourner dans le Pennsylvanie, retrouver Cédric Fesch. D'un mot, Thierry Arnaud, l'importance de la Pennsylvanie. Pourquoi est-ce que par exemple Kamala Harris fait tapis aujourd'hui et fait tous ses meetings en Pennsylvanie? Alors pour le comprendre, il faudrait idéalement avoir une carte sous les yeux, mais la Pennsylvanie, c'est 19 sièges au collège électoral sur un total de 538. Et quand on regarde, le mot qu'on va entendre le plus dans les télévisions américaines demain soir pendant la soirée électorale, c'est le mot de chemin, le path. Quel chemin on construit pour aller jusqu'à 270 et l'emporter? Et tous les chemins les plus faciles passent par la Pennsylvanie. Trouver un chemin pour dépasser ou atteindre 270 sans gagner la Pennsylvanie, c'est pas totalement impossible, c'est beaucoup plus difficile. Et donc Pittsburgh, la Pennsylvanie, avec vous Cédric Fesch, c'est là que ce sera tout à l'heure Kamala Harris pour, je crois, son avant-dernier meeting. Oui, 4 rendez-vous pour Kamala Harris aujourd'hui en Pennsylvanie, dont celui-là à Pittsburgh, 3e stop sur 4. Et Audrey Alloz a vous montré le décor. Ça en dit long sur le public, l'électorat qui est visé ce soir avec ce déplacement de Kamala Harris.
dans ce qui est ici, je vous le rappelle, la Rust Belt, littéralement la ceinture de rouille. Parce que au siècle dernier, ici, c'était l'usine des États-Unis, mais l'industrie a quitté les États-Unis en grande partie. C'est ce qui donne d'ailleurs aux Américains ce sentiment de déclassement qui est un thème de campagne très important chez les Américains. Mais figurez-vous que Donald Trump, lui aussi, est en meeting au même moment, quasiment, à Pittsburgh, à 20 minutes seulement en voiture d'ici. Donc Kamala Harris est attendue ici dans quelques heures. J'ai regardé les deux candidats. Ils sont venus tous les deux au cours des 3 derniers mois 50 fois chacun ici en Pennsylvanie. Pourquoi? Parce que des 7 États basculent, c'est-à-dire ceux dont on ne connaît pas encore le résultat, on ne sait pas s'ils basculeront côté républicain ou démocrate. La Pennsylvanie est le plus important parce qu'il offrira 19 grands électeurs. C'est pour ça que les candidats ont déversé des millions de dollars ici en publicité et c'est pour ça qu'ils sont venus aussi souvent ici. Ils savent que tout va se jouer a priori en Pennsylvanie à quelques dizaines de milliers de voix. Pour vous résumer l'affaire, celui qui remportera la Pennsylvanie sera quasiment assuré d'être élu président ou président des États-Unis et au contraire celui qui aura perdu la Pennsylvanie a priori aura perdu l'élection. Je vous montre le public qui est en train d'arriver. Alors ça va pas être un meeting énorme ici à Pittsburgh, mais ils sont en train d'arriver et alors je vais faire quelque chose. Regardez comme ils sont réactifs. Voilà pour ces images. Ça marche toujours hein, évidemment dans un meeting. On parlait du côté, j'allais dire, je n'en fais qu'à ma tête de Donald Trump à l'instant. Là, Pauline de Malherbe avec Kamala Harris, c'est beaucoup plus cadré. Aujourd'hui, on a un meeting, une image, un message, un public ciblé à chaque fois. Et ça pendant toute la journée. Hyper professionnel et assez peu de surprises. Beaucoup moins de surprises, beaucoup moins de sueur froide pour ces équipes. On parlait tout à l'heure de l'équipe, même si elle est réduite, de Donald Trump, qui je pense à chaque fois qu'il monte sur scène doit être quand même angoissé de savoir quelle est la sortie un peu folle ou violente qu'il va sortir. Kamala Harris, c'est presque l'inverse. De temps en temps, ils aimeraient bien qu'elle se lâche. Et ces tout derniers jours, elle l'a fait un peu plus. Et enfin, ça frémit légèrement. Il y a quand même un message, hein, même si elle va tenter de multiplier les 4 messages, il y a un message, c'est les femmes. C'est les femmes et c'est le fait d'aller voter. Les femmes, elle les a globalement déjà acquises. Selon les différents sondages, c'est entre 16 et 20 points d'avance qu'elle a chez les femmes. Et là où c'est un avantage qui presque se double, c'est que les femmes sont celles qui vont le plus voter. Donald Trump, il a quasiment tout misé sur les hommes, pas seulement parce que ce serait un public qui l'intéresse, mais aussi parce que tout simplement son message est un message viriliste, masculiniste, d'une sorte de revanche de l'homme, et pas seulement de l'homme blanc, hein, mais de l'homme tout court, parce qu'un certain nombre de blacks, de latinos se reconnaissent aussi dans ce sentiment d'avoir été humiliés et de vouloir prendre leur revanche. Sauf que les hommes, et notamment les jeunes hommes, entre 18 et 30 ans, c'est la catégorie des Américains qui se déplacent le moins pour aller voter. Donc c'est un pari qui peut, en termes électoraux, ne pas s'avérer vraiment gagnant. Il faut qu'il arrive à les convaincre, et vous l'avez entendu tout à l'heure, on a passé cet extrait. Son objectif là des dernières 24 heures, c'est de faire sortir les gens de chez eux, de les faire bouger, alors que, et ça c'est vrai que c'est ce qui me surprend énormément, c'est surtout les démocrates qui font du porte-à-porte. C'est-à-dire que là, depuis 3 jours, les démocrates de tout le pays prennent des cars et vont faire du porte-à-porte pour aller dire aux gens, allez voter, allez voter, allez voter. Les républicains le font beaucoup moins. Oui, une armée de bénévoles. Bénévoles dont ne disposent pas les républicains. Même si les démocrates ont perdu beaucoup de militants ces toutes dernières années, quelque chose, une vraie hémorragie de militants, contrairement à ce que ça avait été les années. Ils ont l'avantage sur le terrain de ce point de vue. Alexandre, je pondère un peu parce que les démocrates font ça pour les derniers jours, parce que il est plus de la tradition chez les républicains de voter le jour de l'élection que les démocrates. En revanche, pour avoir interviewé le Scott Presler, qui est le type qui fait en ce moment absolument enregistrer tout le monde sur les listes électorales. Enfin, bon, maintenant c'est clos, etc. en Pennsylvanie, qui a fait un boulot de dingue. Les républicains, en revanche, il y a quelques semaines, pour expliquer qui il est, c'est un influenceur républicain dont le boulot est allé justement de convaincre les gens de s'inscrire. Parce que si ça se joue à qui est par exemple est passé une semaine chez les Amish pour leur dire attention, si les démocrates passent, c'est fini, vous pourrez plus boire de milkshake au lait cru, et les types allaient. Donc les républicains ont fait quand même beaucoup de terrain sur leur point faible, qui était le vote anticipé.
et le vote, le mail-in ballot, le vote par correspondance. D'ailleurs, regarde, moi je trouve ça quand même passionnant. Il y a une chose qu'il faut juste dire à nos téléspectateurs, parce que ça nous paraît fou pour nous Français, c'est que quand vous vous inscrivez sur les listes électorales aux États-Unis, vous dites votre couleur politique. C'est-à-dire que quand vous vous inscrivez, alors pas forcément, vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé, mais il y a en tout cas, il y a une case républicain, il y a une case démocrate et il y a une case effectivement pour ceux qui ne souhaitent pas. Mais ça nous paraît fou. En France, on se dit si on avait sur la liste électorale la couleur politique qu'on est, je sais pas, pour les LR ou pour les macronistes ou quoi. Mais c'est évidemment parce que ces listes électorales, c'est également celles qui sont utilisées pour les primaires. Les différents camps ont donc déjà une sorte de petite impression globale qui est de savoir si dans les bureaux de vote où il y a le plus de républicains qui sont inscrits, par exemple, si c'est là qu'on a déjà commencé à voter beaucoup. C'est quand même quelque chose qu'il faut expliquer parce que ça paraît tellement fou pour nous Français. Il y a tellement de choses en même temps qui nous paraissent folles ici. Beaucoup. Nicolas Coadou, votre impression justement, Nicolas Coadou, en Pennsylvanie, vous avez suivi aussi Kamala Harris aujourd'hui. Votre impression sur l'ambiance autour de la candidate?